Chapitre XIV de la vampire par Paul Féval. Chapitre XIV. La leçon d'armes du citoyen Bonaparte. Il y a des noms qui font péripétie. Celui de Jean-Pierre Sévérin, gardien juré de la morgue, ne parut pas produire sur le secrétaire général de la préfecture de police un effet extraordinaire. Petite parole, monsieur Sévérin, dit seulement Berthellemot, d'un ton qui n'était pas exempt de moquerie, j'ai affaire à un homme du gouvernement, à ce qu'il paraît. Retirez-vous, messieurs, mais restez à portée de voix. Les deux agents disparurent derrière la porte refermée. Monsieur, reprit alors le secrétaire général, dont l'accent devint sévère, je ne vois pas bien où peut tendre la posture que vous avez prise près de moi. Je suis au lieu et place du préfet. Je n'ai pris aucune posture, répliqua Jean Pierre. Voilà tantôt 45 ans que je suis moi-même, et je ne prétends pas changer. Ce n'est pas moi qui ai égaré l'entretien. Brisons là, s'il vous plaît, monsieur le gardien de la morgue, l'interrompit Berthellemot avec brusquerie. Notre temps est précieux. Le nôtre aussi, fit Jean Pierre simplement. Que me voulez-vous? Je veux vous rendre un service et en solliciter un de vous. S'agit-il de la grande affaire? Je ne connais pas de plus grande affaire que celle dont il s'agit. Le secrétaire général lâcha son couteau à papier et le rouge lui monta au visage. Il fit ce rêve de s'approprier un renseignement d'état de première importance pendant que son chef courait la prétentaine. Il se vit préfet de police. Que ne parliez-vous? S'écria-t-il d'une voix qui tremblait maintenant d'impatience. Vous serez récompensé richement, monsieur Sévérin. Vous fixerez vous-même la somme. Monsieur l'employé, je ne demande pas de récompense. Comme vous voudrez, monsieur Sévérin, comme vous voudrez. Savez-vous où il se cache? Où il se cache? Répéta le gardien de la morgue. Vous voulez dire où on le cache? Et comme le secrétaire général le regardait sans comprendre, il ajouta où on les cache même, car ils sont deux, un jeune homme et une fille. Berthellemot fronça le sourcil, puis il parut frappé d'une idée subite. Vous êtes plusieurs Sévérin? Dit-il en ouvrant précipitamment un des tiroirs de son bureau. Ce n'est pas un nom très rare, répondit le gardien, mais de ma famille je ne connais que mon fils et moi. Quel âge a votre fils? 10 ans. Le secrétaire général lisait avec attention une pièce qu'il venait de prendre dans son tiroir. Avez-vous ouï parler, de près ou de loin, dit-il, d'un homme de votre nom, d'un Sévérin qui porte le sobriquet de Gâteloup? C'est moi-même, répondit le gardien. M. Berthellemot eut un court tressaillement, qu'il réprima aussitôt. Le gardien continua. Je suis Sévérin, dit Gâteloup. Gâteloup était mon surnom de prévôt d'armes dès avant la Révolution. Ah ah fit Berthellemot, qui se reprit à le considérer d'un air défiant. Vous avez donc fait plus d'un métier, monsieur le gardien juré? J'ai fait beaucoup de métiers, monsieur l'employé. Et vous continuez peut-être à manger à plus d'un râtelier, monsieur Gâteloup? Monsieur l'employé supérieur, rectifia le bonhomme avec docilité. Berthellemot poursuivit. Et vous continuez peut-être à manger à plus d'un râtelier, monsieur Gâteloup? Ceci fut dit d'un ton pointu, le ton habile, le ton sartine. Jean-Pierre Sévérin tira de son gousset une montre oignon de la plus vénérable rondeur et la consulta. Si monsieur l'employé supérieur voulait m'expédier, commença-t-il. N'ayez point d'inquiétude, l'interrompit Berthellemot, qui, en ce moment, avait une figure à gagner 100 livres par mois dans n'importe quel théâtre, en jouant les pères nobles comiques. Soyez tranquille, monsieur le gardien juré, on va vous expédier, et de la bonne manière. Il se renversa sur le dossier de son fauteuil et ajouta. Sévérin, dit Gâteloup, pensez-vous que le premier consul choisisse ses serviteurs au hasard? S'il m'a confié la mission importante de suppléer ou de compléter m Dubois, c'est que son œil perçant avait découvert en moi cette sûreté de vue, ce sang-froid, ce discernement que les annales de la police accordent seulement à quelques magistrats hors ligne. Vous avez en vain essayé de me tromper, je vous perce à jour, vous conspirez. Jean Pierre fixa sur lui son grand œil bleu, qui avait parfois le regard limpide de l'enfance. Ah bah, fit-il. M. Berthellemot continua.
Hier, à 9h30 du soir, vous avez été vu et reconnu tenant conférence avec le traître Georges Cadoudal dans la rue de l'Ancienne Comédie. Ah, bah, répéta Jean Pierre. Et si l'on a reconnu le traître Georges Cadoudal, ajouta-t-il, pourquoi ne l'a-t-on pas bel et bien coffré? Je vous mets au défi, prononça majestueusement M. Berthellemot, de sonder la profondeur de nos combinaisons. Jean Pierre n'écoutait plus. C'est pourtant vrai, dit-il, que j'étais hier au soir, à 9h30, au carrefour du théâtre Brûlé, ou de l'Odéon, si vous aimez mieux. Là, j'ai causé avec M. Morinière de l'affaire qui justement m'amène auprès de vous. Mais j'affirme ne pas connaître du tout le traître Georges Cadoudal. Ne cherchez pas d'inutiles subterfuges, commença Berthellemot. Et comme Jean Pierre fronçait très franchement ses gros sourcils, le secrétaire général ajouta: je vous parle dans votre intérêt. Il ne faut jamais jouer au fin avec l'administration, surtout quand elle est représentée par un homme tel que moi, à qui rien n'échappe et qui lit couramment au fond des consciences. Vous autres révélateurs, vous avez l'habitude de vous jeter dans les chemins de traverse pour doubler, pour tripler le prix d'un renseignement. C'est votre manière de marchander. Je ne l'approuve pas. Pendant qu'il reprenait haleine, Jean Pierre lui dit d'un air mécontent: avec cela que vous marchez droit, vous, monsieur l'employé supérieur. Tout à l'heure, vous m'accusiez de conspirer, à présent, vous me prenez pour une mouche. M. Berthellemot ne perdit point son sourire d'imperturbable suffisance. Nous, c'est bien différent, répliqua-t-il. Nous tâtons, nous allons à droite et à gauche, battant les buissons. Chacun de ces buissons, bonhomme, peut cacher une machine infernale. Alors, dit Jean Pierre, qui s'installa commodément sur sa chaise, battez les buissons, monsieur l'employé supérieur, et criez gare quand vous trouverez la machine. Dès que vous aurez fini, nous causerons, si vous voulez. Tous les hommes très fins ont un geste particulier, une moue, un tic dans les moments d'embarras mental. Archimède, à ces heures, sortait du bain tout nu et parcourait ainsi les rues de Syracuse. On ne souffrirait plus cela. Voltaire, plus frileux, se bornait à jeter sa tabatière en l'air et la rattrapait avec beaucoup d'adresse. Machiavel mangeait un petit morceau de sa lèvre. M. de Talleyrand s'amusait à retourner la longue peau de ses paupières sans dessus-dessous. M. Dubois, préfet de police, ne faisait rien de tout cela. À l'aide d'une grande habitude qu'il avait de cet exercice, il obtenait de chacune des articulations de ses doigts un petit claquement qui le divertissait lui-même et impatientait autrui. Quand tout réussissait, il pouvait fournir, à 3 par doigt, 30 petites explosions, mais les pouces n'en donnaient parfois que 2. M. Berthellemot imitait son chef dans ce que son chef avait de bon. Quand le préfet n'était pas là, le secrétaire général obtenait parfois jusqu'à 36 craquements et pensait à part lui: je fais tout mieux que monsieur le préfet. Aujourd'hui, en désarticulant ses phalanges, M. Berthellemot se dit: voilà un homme dangereux et profond comme un puits. Il faut le circonvenir et je m'en charge. Petite parole. Mon cher monsieur Sévérin, reprit-il avec une noble condescendance, vous n'êtes pas le premier venu. Vous avez reçu bonne éducation, cela se voit, et vous avez une façon de vous présenter très convenable. L'emploi que vous occupez est médiocre. Je m'en contente, l'interrompit Gâteloup avec une sorte de rudesse. Fort bien. Nous disposons ici de certains fonds destinés à récompenser le dévouement. Je n'ai pas besoin d'argent, l'interrompit encore Gâteloup. Puis il ajouta, avec un sourire qui sentait en vérité son gentilhomme: monsieur l'employé supérieur, vous battez des buissons où je ne suis pas. Morbleu à la fin, s'écria Berthellemot. Qu'est-ce que vous avez à me dire, mon brave? Ce n'est pas ma faute si monsieur l'employé supérieur ne le sait déjà, répliqua Jean Pierre. Je viens ici. Mais le démon de l'interrogation reprenait M. Berthellemot. Permettez, fit-il d'un ton d'autorité. C'est à moi, je suppose, de conduire l'entretien. Ne nous égarons pas. Vous dites que le personnage suspect avec qui vous étiez rue de l'Ancienne Comédie s'appelle Morinière. Et qu'il n'est pas suspect, intercala Jean Pierre. Vous niez qu'il soit le même que Georges Cadoudal? Pour cela, de tout mon cœur. Alors, qui est-il? Un marchand de chevaux de Normandie. Ah ah, de Normandie.
Je prends des notes, ne vous effrayez pas. Le fait est qu'il y a de nombreux maquignons en Normandie. Et pourquoi, s'il vous plaît, monsieur Sévérin, fréquentez-vous des maquignons? Parce que monsieur Morinière est dans le même cas que moi, répondit Jean Pierre. Prenez garde, s'écria m berthellemot, vous aggravez votre affaire. Dans quel cas êtes-vous? Dans le cas d'un homme qui a perdu un enfant. Et vous venez à la préfecture? Pour que monsieur le préfet m'aide à le retrouver, voilà tout. Il y a des gens qui mettent deux paires de lunettes. Au regard de m de sartines, dont il faisait généralement usage, m berthellemot joignit le regard de m lenoir. Feu argus en avait encore davantage. Est-ce plausible? grommela-t-il. Je prends des notes. Le préfet serait bien embarrassé. Et si ce n'est pas votre état, monsieur l'employé supérieur, ajouta Jean Pierre, qui fit mine de se lever, j'irai ailleurs. Où donc irez-vous, mon garçon? Chez le premier consul, si vous voulez bien le permettre. M. berthellemot bondit sur son fauteuil. Chez le premier consul, répéta-t-il. Bonhomme, pensez-vous qu'on entre comme cela chez le premier consul? Moi, j'y entre, répondit Jean Pierre simplement. Il faut donc me dire, par un oui ou par un non, et sans nous fâcher, si c'est votre métier d'aider les gens en peine. La question ainsi posée déplut manifestement au secrétaire général, qui reprit son couteau à papier et l'aiguisa sur son genou. L'ami, dit-il entre ses dents, vous m'avez déjà pris beaucoup de mon temps qui appartient à l'intérêt public. Si vous prétendiez jamais que je ne vous ai pas reçu avec bonté, vous seriez un audacieux calomniateur. Je ne fais pas un métier, sachez cela. J'ai un haut emploi, le plus important de tous les emplois, presque un sacerdoce. Je vous donnerais un démenti formel au cas où vous avanceriez que je vous ai refusé mon aide. Me blâmez-vous pour les précautions dont j'entoure la vie précieuse de notre maître? Expliquez-vous brièvement, clairement, catégoriquement. Pas d'ambages, pas de détours, pas de circonlocution. Que réclamez-vous? Je vous écoute. Je viens, commença aussitôt Jean Pierre, pour vous demander. Mais m berthellemot l'interrompit d'un geste familier qui formait avec la gravité un peu rogue de son maintien un contraste presque attendrissant. Attendez, attendez, fit-il, comme si une idée subite eût traversé son cerveau. Je perdrais cela. Saisissons la chose au passage. Par quel hasard, mon cher monsieur Sévérin, avez-vous entré chez le premier consul? Il est bien entendu que, si c'est un secret, je n'insiste pas le moins du monde. Ce n'est pas un secret, répliqua Jean Pierre. Il m'arriva une fois sous la Convention. Nous nous comprenons bien, mon cher monsieur Sévérin, je ne vous force pas, au moins. Monsieur l'employé supérieur, interrompit Jean Pierre à son tour, si ce n'était pas mon idée de vous répondre, vous auriez beau me forcer. Je ne dis jamais que ce que je veux. Un brave homme! S'écria le secrétaire général avec une admiration dont nous ne garantissons pas la sincérité. Un vrai brave homme! Allez! Sous la Convention, continua Jean Pierre, vers la fin de la Convention, et, s'il faut préciser, je crois que c'était dans les premiers jours de Vendémiaire, an 4, le 23 ou le 24 septembre 1795, un jeune homme en habit bourgeois, d'aspect maladif et pâle, vint dans ma salle d'armes. Quelle salle d'armes? demanda m berthellemot. J'étais marié depuis 3 ans déjà, et j'avais mon petit garçon. Comme on n'avait plus besoin de chantre à Saint-Sulpice, dont les portes étaient fermées, je m'étais mis en tête de monter une petite académie dans une chambre, sur le derrière de l'hôtel ci-devant d'Aligre, rue Saint-Honoré. Mais ceux qui font aller les salles d'escrime étaient loin à ce moment-là, avec ceux qui vont à l'église, et je ne gagnais pas du pain. Pauvre monsieur Sévérin, ponctua berthellemot, je ne peux pas vous exprimer à quel point votre récit m'intéresse. Ce jeune homme en habit bourgeois dont je vous parlais avait une tournure militaire. Je crois bien, mon cher monsieur Sévérin, comme César, comme Alexandre le Grand, comme Napoléon Bonaparte, monsieur l'employé supérieur, on ne vous en passe pas. Vous avez deviné que c'était lui. Berthellemot fourra sa main droite dans son jabot et dit avec conviction. Petite parole, vous en verrez bien d'autres. Ce n'est pas au hasard que le premier consul choisit ceux qui doivent occuper certaines positions. Non, ce n'est pas au hasard. Donc, reprit Jean Pierre Sévérin,
le jeune Bonaparte, général de brigade en disponibilité, attaché, par je ne sais quel bout, au ministère de la guerre, grâce à la protection de M. Pontécoulant, mécontent, fiévreux, tourmenté, pauvre fourreau usé par une magnifique lame, entrait tout uniment dans la première salle d'armes venue pour y chercher une fatigue physique qui apaise les nerfs et mate l'intelligence. Savez-vous que vous vous exprimez très bien, mon cher monsieur Sévérin, dit le secrétaire général. Je ne l'avais jamais vu, continua Jean Pierre, et même je n'avais jamais entendu prononcer son nom, mais je passe pour être un peu sorcier. Berthellemot recula son siège. Jean Pierre reprit. Vous ne croyez pas aux sorciers, ni moi non plus. Cependant, monsieur l'employé supérieur, il se passe à Paris, en ce moment, des choses bien étranges, et le motif de ma présence dans votre cabinet a trait à une aventure qui frise de bien près le surnaturel. Mais revenons au jeune Bonaparte. J'eus comme un choc en le voyant. Un brouillard lumineux tomba devant mon regard. Il sourit et prit un fleuret qu'il mit en garde de cartes d'une main novice et presque maladroite. Est-ce vous qui êtes le citoyen Sévérin, dit Gâteloup me demanda-t-il. Oui, citoyen général, répondis-je. Je ne me trompe pas, s'interrompit ici Jean Pierre. Je l'appelais citoyen général, et je ne saurais expliquer pourquoi. Capitaine, mon ami, rectifia-t-il. Et me trouvez-vous trop vieux pour mon grade? Le citoyen Bonaparte avait alors juste 25 ans, et n'en paraissait pas plus de 20. Je ne me souviens plus de ce que je répondis, j'éprouvais un grand trouble. Il poursuivit. Antoine Dubois, mon médecin, m'a ordonné de faire de l'exercice. Je ne sais pas me promener, c'est trop long, et je passerai 24 heures à cheval sans fatigue. Êtes-vous homme à me rompre les os, à me courbaturer les muscles en 20 minutes de temps chaque jour? Oui, citoyen général. On vous dit capitaine. Et combien me prendrez-vous pour cela? Je ne suis pas riche. Nous convînmes du prix, et il fallut commencer incontinent, car, dès ce temps-là, il n'aimait pas attendre. Je ne le fatiguai pas, je le moulus si bel et si bien qu'il demanda grâce et tomba tout haletant sur ma banquette. Parbleu, dit-il en riant et en essuyant ses cheveux plats qui ruisselaient de sueur sur son grand front, madame de Beauharnais jetterait de jolis cris si elle me voyait en un pareil état. J'étais muet et presque aussi las que lui, moi dont le bras est de fer et le jarret d'acier. Ça, mon maître, dit-il en se levant tout à coup, j'ai perdu plus de 20 minutes. Que je vous paye, et à demain. Il plongea précipitamment dans son gousset sa main longue et fine, mais il la retira vide. Il avait oublié ou perdu sa bourse. Me voilà bien, fit-il en rougissant légèrement. Je me suis donné ici une fausse qualité, et je vais être obligé de vous demander crédit. Général, répliquai-je, vous n'avez trompé personne. C'est vrai, vous me connaissiez? Non, sur mon honneur. Alors, comment savez-vous? Je ne sais rien. Il fronça le sourcil. Sire, continuai-je. Sire, s'écria le secrétaire général, qui écoutait avec une avide attention. Parole jolie. Vous l'appelâtes sire, mon cher monsieur Gâteloup. Monsieur l'employé, s'interrompit Jean Pierre, je vous dis les choses comme elles furent. Je vous ai promis de raconter, non point d'expliquer. Le citoyen Bonaparte fit comme vous. Il répéta ce mot, sire, et il recula de plusieurs pas, disant l'ami, je suis un républicain. Moi, je poursuivis, parlant comme les pythonisses antiques, avec un esprit qui n'était pas à moi. Sire, je suis un républicain, moi aussi. Je l'étais avant vous, je le serai après vous. Ne craignez pas que je réclame jamais des intérêts trop lourds pour le crédit que je fais aujourd'hui à votre majesté. Vous dites cela? Murmura Berthellemot. Avant le 13 Vendémiaire? C'est curieux, petite parole, c'est extrêmement curieux. Pas longtemps auparavant. C'était le 4 ou le 5. Et que répondit l'empereur? Je veux dire le premier consul. Je veux dire le citoyen Bonaparte. Le citoyen Bonaparte me regarda fixement. La pâleur de sa joue creuse et amaigrie était devenue plus mate. Ami Gâteloup, me dit-il,
d'ordinaire je n'aime ni les illuminés ni les fous, mais vous avez l'air d'une bonne âme et vous m'avez courbaturé comme il faut. À demain. Et il partit. Et il revint demanda Berthellemot. Non, jamais. Comment jamais? Il n'eut pas le temps. Sa courbature n'était pas encore guérie quand le Vendémiaire arriva. À l'affaire devant Saint-Roch, il commandait l'artillerie. Il y eut là bien du sang répandu, du sang français. Le jeune général de brigade était nommé général de division par le directoire. Il n'avait plus besoin de la protection de m de Pontecoulant. Je le suivais de loin, j'allais où l'on parlait de lui, et bientôt on parla de lui partout. Comment dire cela? Il m'inspirait une épouvante où il y avait de la haine et de l'amour. L'année suivante, il épousa cette madame de Beauharnais qui aurait poussé de jolis cris si elle l'avait vu en l'état où je l'avais mis à ma salle d'armes. Puis il partit, général en chef de l'armée d'Italie. Et vous ne l'aviez pas revu? Interrogea le secrétaire général, qui oubliait de jouer sa comédie, tant la curiosité le tenait. Je ne l'avais pas revu, répondit Jean Pierre. Dois-je conclure qu'il est encore votre débiteur? Non pas, il m'a payé. Généreusement? Honnêtement? Que vous a-t-il donné? Le prix de mon cachet était d'un écu de 6 livres. Il m'a donné un écu de 6 livres. Le secrétaire général enfla ses joues et souffla comme Éole en faisant craquer ses doigts. Pas possible, parole mignonne, pas possible. Ce qui n'était pas possible, prononça lentement Jean Pierre Sévérin, dont la belle tête se redressa comme malgré lui, c'était de me donner davantage. Parce que, fit Berthellemot naïvement. Je vous l'ai dit, monsieur l'employé supérieur, répondit Jean Pierre. J'étais républicain avant le général Bonaparte. Je suis républicain maintenant que le premier consul ne l'est plus guère. Je resterai républicain quand l'empereur ne le sera plus du tout. Fin du chapitre 14, enregistré par Nadine Ekerd-Boulet à Copenhague en avril 2011. Chapitre 15 de la Vampire par Paul Féval. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 15 la rue de la Lanterne. Le secrétaire général de la préfecture rapprocha son siège et prit un air qu'il voulait rendre tout à fait charmant. Alors, dit-il, cher monsieur Sévérin, nous allons quelquefois rendre notre petite visite à notre ancien élève, sans façon. Quelquefois, répondit Jean Pierre. Pas souvent. Et nous ne demandons jamais rien? Si fait, je demande toujours quelque chose. On ne nous refuse pas? On ne m'a pas encore refusé. Et pourtant, ajouta-t-il en se parlant à lui-même, ma dernière requête était de 6 000 louis. Malepeste, 6 000 louis! Il y a bien des cachets de 6 livres là-dedans, mon cher monsieur Sévérin. Quand vous passerez au marché neuf, monsieur l'employé, regardez la petite maison qu'on y bâtit. La nouvelle morgue! S'écria Berthellemot. Parbleu, je la connais de reste. On n'a pas voulu suivre nos plans. C'est qu'il n'était pas conforme aux miens, plaça modestement Jean Pierre. Bon, 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 fit par 3 fois le secrétaire général. Je suis en vérité bien enchanté d'avoir fait votre connaissance. Nous sommes voisins, mon cher monsieur Sévérin. Quand vous aurez besoin de moi, ne vous gênez pas, je vous présenterai à monsieur le préfet. Voilà plus d'1 heure et demie, monsieur l'employé, l'interrompit doucement Jean Pierre, que vous savez que j'ai besoin de vous. C'est accordé, mon voisin, c'est accordé. Ne vous inquiétez pas. Accordé, parole jolie, accordé. Qu'est-ce qui est accordé? Tout, et n'importe quoi. Nous voilà comme les 2 doigts de la main. Ah ah, miséricorde! Ce ne sont pas les républicains comme vous que nous craignons. Je ne me souviens pas d'avoir jamais rencontré un homme dont la conversation m'ait plus vivement intéressé. Mais qu'avons-nous besoin d'écouteurs aux portes, dites? Laurent, Charlevoix, ici, mes drôles. La porte latérale s'ouvrit aussitôt, montrant les 2 agents le chapeau à la main. Allez voir au cabaret si nous y sommes, citoyens, leur dit Berthellemot. Et en passant, prévenez m Despaux que je le mettrai demain à la disposition de ce bon m Sévérin pour une affaire très sérieuse, très pressée et qui regarde un ami dévoué du gouvernement consulaire.
M'est-il permis de vous interrompre, monsieur l'employé demanda Jean Pierre. Comment donc, mon cher voisin? Attendez, vous autres. Je voulais vous faire observer simplement, dit Jean Pierre, que ce n'est pas demain, mais ce soir même, que je réclamerai votre concours. Vous entendez, Laurent, vous entendez, Charlevoy. Prévenez M. Despaux qu'il ne quitte pas la préfecture, et vous-même restez aux environs. Il y aura un service de nuit s'il le faut. Allez. Petite parole, il y a des gens pour qui on ne saurait trop faire. Voyez-vous, bon ami et voisin, reprit Berthellemot quand les deux agents eurent disparu, tout ici est ordonné, huilé, graissé comme une mécanique en bon état. Le premier consul sait bien que je suis l'arme de la maison. Il aurait désiré m'élever à des fonctions plus en rapport avec mes capacités, mais je fais si grand besoin à cet excellent monsieur Dubois. D'un autre côté, je me suis attaché à cette pauvre bonne ville de Paris, dont je suis le tuteur et le surveillant. L'espiègle qu'elle est me donne bien quelques fils à retordre, mais c'est égal, j'ai un faible pour elle. Ah çà, maintenant que nous voilà seuls, causons. Quand vous verrez le premier consul, j'espère que vous lui direz avec quel empressement je me suis mis à votre disposition. Puis-je vous expliquer mon affaire, monsieur l'employé? Oui, certes, oui, répondit Berthellemot. Je vous appartiens des pieds à la tête. Seulement, vous savez, pas de détails inutiles. Ne nous noyons pas dans le bavardage. Le bavardage est ma bête noire. En 2 mots, je me charge d'expliquer le cas le plus difficile, et c'est ce qui fait ma force. Prenez votre temps, recueillez-vous. C'est qu'il est comme cela. J'entends le premier consul. Il a dû être vivement frappé de cette bizarrerie. Un homme qui lui dit sire et votre majesté en pleine convention. Et savez-vous, souvent des personnes placées dans des positions originales prennent plus d'influence sur lui que les plus importants fonctionnaires. Je suis tout oreille, mon cher monsieur Sévérin. Monsieur l'employé supérieur, commença Jean Pierre, quoique je n'aie aucunement le désir de vous raconter ma propre histoire, il faut que vous sachiez que je me suis marié un peu sur le tard. Et comment va madame? Interrogea bonnement m Berthellemot. Assez bien, merci. Quand je l'ai épousée, en grand souvenir, piqua le secrétaire général. elle avait, poursuivit Jean Pierre, un enfant d'adoption, une petite fille. Voulez-vous que je prenne des notes? L'interrompit Berthellemot avec pétulance. Il n'est pas nécessaire. Attendez, cela vaut toujours mieux. Ma mémoire est si chargée. Et pendant que nous sommes ici de bonne amitié tous deux, mon cher voisin, et collègues, car enfin nous sommes également salariés par l'État, laissez-moi vous dire une chose qui va bien vous étonner. Je ne ressemble pas du tout au premier consul. Jean Pierre ne fut pas aussi surpris que m Berthellemot l'espérait. Je ne lui ressemble pas, poursuivit celui-ci, en ce sens que, moi, je crois un peu à toutes ces machines-là. Je ne suis pas superstitieux, allons donc. Or l'être suprême que nous avons admis parce qu'il n'est pas gênant, je me moque de toutes les religions, au fond. Mais, voyez-vous, il est incontestable que certaines diableries existent. J'avais une vieille tante qui avait un chat noir. Ne riez pas, ce chat était étonnant. Et je vous défierais d'expliquer philosophiquement le soin qu'il prenait de se cacher au plus profond de la cave quand on était très à table. Savez-vous l'anecdote de m Bourtibourg? Elle est curieuse. M Bourtibourg avait perdu sa femme d'une sueur rentrée. C'était un homme économe et rangé, qui entretenait sa cuisinière pour ne pas se déranger à courir le guilledou. Désapprouvez-vous cela? Les avis sont partagés. Moi, je trouve que le mieux est de n'avoir point d'attache et d'aller au jour le jour. Un soir qu'il faisait son sang de piquet avec le vicaire de Saint-Méry, j'entends l'ancien vicaire, car il avait épousé la femme du citoyen Lancelot, marchand de bas et chaussons à la barillerie. Ils avaient divorcé, les Lancelot, s'entend. Et Lancelot faisait la cour, en ce temps-là, à la cousine de m Fouché, qui n'achetait pas encore des terres d'émigrés. Eh bien, on entendit marcher dans le corridor, où il n'y avait personne, comme de juste, et Mathieu Luneau, le brigadier de la garde de Paris, qui se portait comme père et mère, mourut subitement dans la huitaine. Je puis vous certifier cela, j'avais pris des notes. Du reste, les historiens de l'Antiquité sont pleins de faits semblables. La veille de Philippe, la veille d'Actium. Vous savez tout cela aussi bien que moi, car vous devez être un homme instruit, monsieur Sévérin. Je me trompe rarement dans mes appréciations. Le temps passe, voulut dire Jean Pierre,
qui avait déjà consulté sa grosse montre 2 ou 3 fois. Permettez, je ne parle jamais au hasard. C'était pour arriver à vous dire qu'en ce moment même et en pleine ville de Paris, il se passe un fait capital. Croyez-vous aux vampires, vous, mon voisin? Oui, répondit Jean Pierre sans hésiter. Ah bah, fit M. Berthellemot en se frottant les mains. En auriez-vous vu? J'ai fait mieux qu'en voir, répliqua le gardien de la morgue en baissant la voix cette fois. J'en ai eu. Comment vous en avez eu? C'est un sujet qui excite tout particulièrement ma curiosité. Expliquez-vous, je vous en prie, et ne vous formalisez point si je prends quelques notes. Monsieur l'employé supérieur, prononça Jean Pierre lentement, chaque homme a quelque point sur lequel précisément il ne lui plaît pas de s'expliquer. Si j'étais interrogé en justice, je répondrais selon ma conscience. Très bien, monsieur Sévérin, très bien. Vous croyez aux vampires, cela me suffit pour le moment. Je voulais vous dire qu'à l'heure où nous sommes, 100 000 personnes, à Paris, sont persuadées qu'un être de cette espèce rôde dans les nuits de la capitale du monde civilisé. Je venais vous parler de cela, monsieur l'employé, l'interrompit Jean Pierre. Et si vous le voulez bien. Pardon, encore un mot, un simple mot. Croiriez-vous que nous en sommes encore à l'état d'ignorance la plus complète sur la matière, malgré les savants ouvrages publiés en Allemagne? Moi, je lis tout, sans nuire à mes occupations officielles. Voilà où mon organisation est véritablement étonnante. Nos badauds appellent l'être en question la vampire, comme s'il n'était pas bien connu que la femelle du vampire est l'oupire ou succube, appelée aussi goule au Moyen Âge. J'ai jusqu'à présent 11 plaintes, 7 jeunes gens disparus et 4 jeunes filles. Mais je vous ferai observer, et ce sont les propres termes de mon rapport à monsieur le préfet, qu'il n'y a besoin pour cela ni de goule, ni de succube, ni d'oupire. Paris est un monstre qui dévore les enfants. À dater de l'heure présente, monsieur l'employé, dit Jean Pierre qui se leva, vous avez 13 plaintes, puisque je vous en apporte 2. Une en mon nom personnel, une au nom de mon compère et compagnon, le citoyen Morinière, marchand de chevaux, que vous avez pris pour Georges Cadoudal. Berthellemot se toucha le front vivement. Je savais bien que j'avais quelque chose à vous demander, s'écria-t-il. On devrait prendre des notes. Éprouvez-vous quelque répugnance à me dire depuis combien de temps vous connaissez ce monsieur Morinière? Aucune. Je l'ai vu pour la première fois il y a 2 ans. Il venait à ma salle pour m'écrire. C'est une bonne lame. Est-ce l'habitude, parmi les marchands de chevaux, de connaître et de pratiquer l'escrime? Pas précisément, monsieur l'employé. Mais la meilleure épée de Paris, après moi, qui suis un ancien chantre de paroisse, est François Maniquet, le boulanger des Hospices. Le métier n'y fait rien. Et vous n'avez jamais cessé de voir ce citoyen Morinière depuis 2 ans? Au contraire, je l'avais perdu de vue. Son commerce ne lui permet point de séjourner longtemps à Paris. Berthellemot cligna de l'œil et se gratta le bout du nez. Aucun détail n'est superflu quand il s'agit de ces personnages historiques. Ce vantard de Fouché, grommela-t-il, battrait la campagne et irait chercher midi à 14 heures. Monsieur Dubois resterait empêtré. Moi, je tombe droit sur la piste comme un limier bien exercé. Mon cher monsieur Sévérin, reprit-il tout haut, en quelles circonstances avez-vous retrouvé monsieur Morinière, votre compère et compagnon? À la morgue. Récemment? Hier matin, il venait là bien triste et tout tremblant pour s'assurer que le corps de son fils n'était point posé dans le caveau. Mais sarpebleu! S'écria Berthellemot. Je ne connais pas de fils adulte à Georges Cadoudal. Parole! Jean Pierre ne répondit pas. Berthellemot reprit. Me voilà tout à vous pour notre petite affaire de la jeune fille enlevée. Vous ne sauriez croire, mon voisin, combien cet ordre d'idées m'intéresse et fait travailler mon ardente imagination. Si Paris possède une goule, il faut que je la trouve, que je l'examine, que je la décrive. Vous savez que ces personnes ont des lèvres qui les trahissent, que j'ai seulement un petit bout de trace, et j'arriverai tout net à l'antre, à la caverne, à la tombe où s'abrite le monstre. C'est la partie agréable de la profession, voyez-vous. Cela délasse des travaux sérieux. Faites votre rapport à votre aise, soyez véridique et précis. Je vais prendre des notes. Monsieur l'employé, demanda Jean Pierre avant de se rasseoir,
puis-je espérer que je ne serai plus interrompu? Je ne pense pas, mon voisin, repartit Berthellemot d'un air un peu piqué, avoir abusé de la parole. Mon défaut est d'être trop taciturne et trop réservé. Allez, je suis muet comme une roche. Jean Pierre Sévérin reprit son siège et commença ainsi. L'établissement nouveau du marché neuf, dont je dois être le greffier concierge, est presque achevé et nécessite déjà de ma part une surveillance fort assujettissante. On expose encore à l'ancien caveau, mais sous quelques jours on fera l'étrenne de la morgue. Et c'est une chose étonnante, je songe à cela depuis bien des semaines. Je me demande malgré moi, qui viendra là le premier? Certes, c'est une maison à laquelle on ne peut pas porter bonheur, mais enfin il y a des présages. Qui viendra là le premier? Un malfaiteur, un joueur, un buveur, un mari trompé, une jeune fille déçue, le résultat d'une infortune ou le produit d'un crime? Nous demeurons à 2 pas du Châtelet, au coin de la petite rue de la Lanterne. J'aime ma femme comme le désespéré peut chérir la consolation, le condamné la miséricorde. À une triste époque de ma vie où je croyais mon coeur mort, j'allai chercher ma femme tout au fond d'une agonie de douleur, et mon coeur fut ressuscité. Notre logis est tout étroit, nous y sommes les uns contre les autres. Mon fils grandit pâle et faible. Nous n'avons pas assez d'espace ni d'air, mais nous nous trouvons bien ainsi. Il nous plaît de nous serrer dans ce coin où nos âmes se touchent. Il y a chez nous 3 chambres, la mienne, où dort mon fils, celle où ma femme s'occupe de son ménage, nous y mangeons, et c'est là que le poêle s'allume l'hiver, celle enfin où Angèle brodait en chantant avec sa jolie voix si douce. Celle-là n'a guère que quelques pieds carrés, mais elle est tout au coin de la rue, et il y vient un peu de soleil. Le rosier qui est sur la fenêtre d'Angèle a donné hier une fleur. C'est la première. Elle ne l'a pas vue. La verra-t-elle? De l'autre côté de la rue se dresse une maison meilleure que la nôtre et moins vieille. On y loue au mois des chambres aux jeunes clercs et à ceux qui font leur apprentissage pour entrer dans la judicature. Voilà un peu plus d'1 an, il n'y avait pas 15 jours que ma femme et moi nous nous étions dit: Angèle est maintenant une jeune fille. Un étudiant vint loger dans la maison d'en face. On lui donna une chambre au 3e étage, une belle chambre, en vérité, à 2 fenêtres et aussi large à elle toute seule que notre logis entier. C'était un beau jeune homme qui portait de longs cheveux blonds bouclés. Il avait l'air timide et doux. Il suivait les cours de l'école de droit. J'ai su cela plus tard, car je ne prends pas grand souci des choses de notre voisinage. Ma femme le sut avant moi, et Angèle avant ma femme. Le jeune homme avait nom Kervoz, ou de Kervoz, car voilà qu'on recommence à s'appeler comme autrefois. Il était le fils d'un gentilhomme breton, mort avec m de sombreuil à la pointe de quiberon. M berthellemot prit une note et dit: mauvaise race. Comme je n'ai jamais changé d'idée, répliqua Jean Pierre, je n'insulte point ceux qui ne changent pas. Le temps à venir pardonnera le sang répandu plutôt que l'injure. Que Dieu soutienne les hommes qui vivent par leur foi et donne l'éternelle paix aux hommes qui moururent pour leur foi. Je ne veux pas vous dire que notre fillette était jolie et gaie, et heureuse et pure. Quoique mon fils soit à nous deux, je ne sais pas si je l'aimais plus tendrement qu'Angèle, qui n'appartient, par les liens du sang, qu'à ma pauvre chère femme. Quand elle venait le matin offrir son front souriant à mes lèvres, je me sentais le coeur léger, et je remerciais Dieu qui gardait à notre humble maison ce cher et adoré trésor. Nous l'aimions trop. Vous avez deviné l'histoire, et je ne vous la raconterai pas au long. La rue est étroite, les regards et les sourires allèrent aisément d'une croisée à l'autre, puis l'on causa. On aurait presque pu se toucher la main. Un soir que je rentrai tard, pour avoir assisté à une enquête médicale au Châtelet, je crus rêver. Il y avait au-dessus de ma tête, dans la rue de la Lanterne, un objet suspendu. C'était au commencement du dernier hiver, par une nuit sans lune. Le ciel était couvert, l'obscurité profonde. Au premier aspect, il me sembla voir un réverbère éteint balancé dans les airs à une place qui n'était point la sienne. La corde qui le soutenait était attachée d'un côté à la fenêtre du jeune étudiant, de l'autre à la croisée d'Angèle. Voyez-vous cela?
murmura le secrétaire général. Il y a des quantités d'anges pareils. Je prends des notes. Moi, poursuivit Jean Pierre, je ne devinai pas tout de suite, tant j'étais sûr de ma fillette. Le bon billet que vous aviez là, mon voisin, ricana Berthellemot. Jean Pierre était pâle comme un mort. Le secrétaire général reprit. Ne vous fâchez pas. Personne ne déplore plus que moi l'immoralité profonde que les mœurs du directoire ont inoculée à la France, notre patrie. Je comparerais volontiers le directoire à la régence pour le relâchement des mœurs. Il faut du temps pour guérir cette lèpre, mais nous sommes là, mon voisin. Vous y étiez, en effet, monsieur le préfet, l'interrompit Jean Pierre, ou du moins vous y vîntes, car vous sortiez du Veau-qui-tette avec une dame. Chut, fit le secrétaire général, rougissant et souriant. Certaines gens attachent je ne sais quelle gloriole imbécile à ces faiblesses. Nous ne sommes pas de bronze, mon cher monsieur Sévérin. Était-ce la présidente ou la petite Duvernoy? La voilà lancée, savez-vous, à l'opéra. Elle me doit une belle chandelle. Je ne sais pas si c'était la petite Duvernoy ou la présidente, répondit Jean Pierre. Je ne connais ni l'une ni l'autre. Je sais que votre passage détourna mon attention un instant. Quand je relevai les yeux, il n'y avait plus rien au-dessus de ma tête. Le réverbère avait accompli sa traversée? S'écria le secrétaire général. Vous avez beau dire, c'est drôle. Avec cela, m Picard ferait une très jolie petite comédie. Jean Pierre restait rêveur. J'ai pris des notes, poursuivit Berthellemot. Est-ce que c'est fini? Non, répondit le greffier concierge, c'est à peine commencé. Je montais notre pauvre escalier d'un pas chancelant. J'avais le coeur serré et la cervelle en feu. Arrivé dans ma chambre, j'ouvris mon secrétaire pour y prendre une paire de pistolets. Ah, diable, mon voisin, vous aviez enfin deviné? J'en renouvelai les amorces et, sans éveiller ma femme, j'allai frapper à la chambre d'Angèle. Chapitre 15. Enregistré par Nadine Ekert-Boulet à Copenhague en avril 2011.